conseil ponctuel. Et puis, on fait de la formation, donc formation managériale, formation des équipes. Alors, sur les thématiques du changement, mais aussi sur tout ce qui est management d'équipe, management de la performance, ou encore un sujet d'actualité qui est les achats responsables. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Yaskawa. Fabrice, alors, moins d'une minute, c'est parti. Allez, c'est parti. Yaskawa, donc c'est une société relativement ancienne japonaise, hein, donc, créée en 1915 par monsieur Yasukawa. D'abord dans les moteurs électriques, hein, pour faire l'extraction minière au Japon. Et puis la société a grandi, donc maintenant on est 15 000 dans le monde, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement donc dans la fabrication de solutions robotiques au sens robotique 6 axes, hein, et de solutions d'automatisation dans toute industrie confondue, avec un focus au début sur l'industrie de la soudure et puis maintenant de la logistique. En France, donc tout le monde doit nous connaître quand vous partez en vacances dans le sud. On est le long de l'autoroute, au péage du Pignon, ce qui est notre meilleur Vous notez, hein, quand vous prenez vos vacances dans le sud. Voilà, au péage du Pignon, sur la droite, vous allez voir notre société, donc vous êtes les bienvenus, hein, pour le coup. Donc on est 120 en France, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et globalement un gros focus maintenant sur l'industrie logistique. Puisqu'on a des robots, alors en haut vous allez voir le plus petit robot qu'on ait qui peut porter 500 grammes, mais on peut porter des palettes complètes de 1 tonne 2, voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Manitou, tout le monde connaît Manitou, il suffit d'arriver au péage d'Ancenis. Oui. Et je pense qu'on est bien. Les péages sont le lien. Benoît Stanislas, bonjour à tous. Oui, donc Manitou, tout le monde connaît Manitou. Donc, on conçoit et on produit et on distribue du matériel et des services à destination de la construction et de l'agriculture. Je vous passerai tous les chiffres. Malgré tout, on est 5500 dans le monde, 10 sites de production. Et puis, si on peut passer à la slide suivante, moi je suis rattaché à la partie pièces de rechange et on s'occupe de la distribution des pièces et donc du SAV derrière pour nos clients. Donc on a 7 entrepôts dans le monde. On est très très fiers d'avoir Manitou en Loire-Atlantique. Hein. Bravo, félicitations, et dans le monde entier. Alors, selon plusieurs études réalisées entre autres par McKinsey, 70% des projets de changement n'atteignent pas les objectifs fixés initialement, Christelle. Alors, les facteurs humains sont majoritairement à l'origine de ces échecs. Alors, vous qui avez une grande expérience dans l'accompagnement au changement, notamment dans des contextes industriels, quelles sont les bases? C'est quoi les bases du changement? Alors, les bases. Première chose, communiquer. Écouter, impliquer. Donc ça, c'est 3 mots-clés. Je pense que je ne vous apprends rien, mais on se rend compte que c'est pas toujours fait ou pas toujours bien fait. Et j'ai envie de dire, ça commence dès la phase d'annonce du changement. Ça, c'est un sujet qu'on travaille, par exemple, en formation avec des managers qu'on forme à la conduite du changement, les managers de proximité. Et lors de ces ateliers en fait, de préparation, ils se rendent compte à quel point c'est difficile de trouver les bons mots. Et au-delà des mots, c'est aussi de trouver la bonne temporalité pour communiquer. Donc en fait, cette phase-là de communication, elle est vraiment essentielle. On a effectivement la notion d'implication, implication des équipes sur les projets de transformation comme ceci. On est sur de la temporalité assez longue, on a un peu de temps, même si les projets sont de plus en plus contraints. Donc il ne faut pas oublier d'intégrer les équipes et au bon moment aussi. Voilà. Ça, c'est 2 principes clés. On a un 3e principe clé qui est essentiel et que je vois, pour lequel je vois qu'il y a des soucis où ce n'est pas tout le temps fait. C'est la période d'ancrage des projets de transformation. Parce que ces périodes-là, finalement, elles sont essentielles pour bien s'assurer que les nouvelles pratiques rentrent bien en compte et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Voilà, donc, et évidemment, un autre sujet très 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 important, c'est à mon sens la formation des managers de proximité sur ces thématiques-là. Et on va en parler. Voilà. Et ça, je pense important. En quoi la conduite du changement est importante dans la gestion de projet? Alors, elle est complémentaire, c'est-à-dire que gestion de projet, on l'a entendu tout à l'heure, on a parlé beaucoup de process, on a parlé d'activité, on a parlé de ROI, on a parlé de ressources. Et la partie humaine,
doit être vraiment prise en compte puisqu'elle peut faire complètement échouer les projets, c'est ce que vous avez dit, dans 70% des cas, c'est lié aux facteurs humains. Et quand on parle de conduite de changement, eh bien, on parle de sujets comme la perception, la notion d'émotion, la notion d'inconfort, la notion d'insécurité, et ces choses-là, finalement, pour lesquelles on n'est pas tellement familier dans les organisations, surtout industrielles. C'est vraiment des notions en fait, qu'il faut aborder, qui interviennent énormément en fait, dans la conduite du changement et pour lesquelles on préconise quand même de former les managers de proximité qui sont des relais clés dans les conduites de changement. C'est quoi votre rôle finalement? Comment est-ce que vous intervenez au sein des sociétés? Alors notre rôle, eh bien déjà, c'est de sensibiliser à ces aspects-là, l'aspect humain. C'est également finalement d'intervenir en support. On intervient en support. Alors idéalement, c'est pas mal qu'on puisse commencer à travailler déjà sur le message de communication dès le départ. C'est rare qu'on le fasse. Nous, on intervient souvent après et c'est un peu dommage. Et par contre, une fois que la communication d'annonce du changement a été faite, c'est aussi intéressant qu'on arrive pour pouvoir accueillir l'expression collective des collaborateurs après la phase d'annonce. Voilà. Ça permet de libérer justement une partie des émotions. Alors, je ne dis pas que les projets de changement sont toujours mal perçus ou mal vécus au départ, parce que parfois on voit vraiment l'intérêt du projet de changement et il peut y avoir une vision positive. Sauf que malgré ça, eh bien, le changement va générer de la peur, va générer de la peur de l'inconnu, de la peur de l'échec, de la peur sous diverses formes. Et en fait, ça peut impacter le projet. Donc au départ, c'est quand même assez intéressant qu'on puisse catalyser en fait toutes les émotions par l'expression. Ça, c'est la première phase. Et après, on intervient. Donc, je trouve idéal qu'on puisse former sur une journée seulement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais les managers de proximité qui sont les relais clés finalement sur ces projets-là et qui sont en contact des collaborateurs. Donc juste une journée pour leur expliquer comment faire, comment accompagner leurs collaborateurs. Et puis on accompagne aussi individuellement parce que parfois certaines personnes peuvent être dans des situations de stress intense qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'imaginait pas, qu'on n'a pas anticipé et qui peuvent nuire en fait à la réussite du projet. Alors ça c'est intéressant puisque je trouve que c'est une bonne introduction aux exemples qui ont été donnés par Yaskawa et Manitou. Alors, mais avant de parler de la conduite du changement, moi, j'ai envie de savoir, et peut-être qu'on a tous envie de savoir, comment est-ce que l'automatisation s'intègre-t-elle dans votre vision à long terme pour la supply chain tout d'abord? Comment ça se passe? De manière générale, de toute façon nous on a une vision très claire évidemment en tant que constructeur de robots. C'est à la fois indispensable et à la fois vertueux, c'est-à-dire que de toute manière, on va en parler plus tard, c'est que on va être obligé de passer par la robotisation des processus logistiques et surtout l'intérêt premier de la robotisation dans la logistique, c'est de pouvoir dégager du temps et de pouvoir permettre aux gens de s'attacher à des tâches qui ne sont pas accidentogènes ou traumatiques. Ouais. Voilà. Chez Manitou, vous avez un micro sur la table, n'hésitez pas, prenez-le. Chez Manitou, c'est clairement cette partie pénibilité, effectivement, d'un côté, mais c'est aussi pour continuer à avoir un très bon service client derrière. Donc on avait des enjeux et on a toujours des enjeux de place régulièrement dans nos entrepôts, et c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers des solutions automatisées qui, sur un espace finalement réduit, nous permet de stocker encore beaucoup de pièces. Alors Yaskawa intervient souvent dans des projets où la robotisation est perçue comme une menace pour l'emploi, pour les salariés. C'est souvent l'idée reçue que les collaborateurs ont. Quels arguments vous mettez en avant pour déconstruire cette idée reçue? Alors c'est vrai qu'Aaron en a parlé tout à l'heure avec son exemple des syndicats en disant voilà les gars, voilà ce que ça va apporter. Comment vous répondez à ça vous? En fait, alors à titre perso, en plus c'est toujours dès que je discute personnellement de mon métier, on m'oppose toujours ce genre d'argument. En fait, il faut bien voir que je vais passer beaucoup de temps à déconstruire les idées reçues sur le bras robotisé, parce que ce qui fait qu'il y a une certaine peur et qui transpire au travers des médias mainstream, c'est que le bras robotisé ressemble à un bras humanoïde potentiellement.
Donc déjà quand il y a du changement, les gens ont peur, les industriels ont peur d'aller vers le changement. Ça peut être déjà un problème, mais alors l'inconnu c'est encore pire. Là c'est vraiment... donc ça passe évidemment par cette peur de l'inconnu, ça passe aussi par les médias et par les films. Tout le monde a l'impression que la robotique au sens 6 axes, on est déjà au niveau de Terminator. Les vidéos de Boston Dynamics que vous avez tous dû voir à un moment participent de cette peur du fait que le robot, avec un bras robotisé, puisse me prendre du travail, mon travail. Alors, ce qui est une vraie idée reçue, puisque toutes les statistiques montrent au niveau mondial que les pays les plus robotisés sont les pays où il y a le moins de chômage en fait. Hein. Donc c'est vraiment une idée très forte reçue et c'est presque une idée, une vieille idée puisque jusqu'à maintenant, donc on avait peur que le robot prenne mon travail. Maintenant, on est plutôt dans la phase, et au niveau des industriels, c'est ce qui transpire petit à petit, c'est le fait de pouvoir trouver des gens capables de me mettre en place des robots pour suppléer au manque de personnel, parce que en tant qu'industriel, je pense que vous êtes tous confrontés à ça, c'est le manque globalement de compétences en fait. Alors, quelle est votre approche justement pour intégrer de nouvelles solutions de manière progressive ? Ah bah, il y a plusieurs manières finalement. D'abord, en fait, on conseille toujours aux clients, c'est ce qui transpire aussi sur la précédente table ronde, et puis Christelle aussi pour en parler, c'est d'avoir toujours une approche macro, voire systémique. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre un îlot de palettisation qui est capable de produire 15 palettes à l'heure si derrière j'ai qu'un quai de déchargement, quoi. Enfin, on est tous d'accord. Donc, toujours avoir cette approche quand même très systémique. Toujours aussi avoir cette volonté de poser la question, et Eric en a parlé tout à l'heure, quel est le principe même de la volonté de la robotisation ? Si c'est pour se faire plaisir, je ne pense pas qu'il y ait d'industriels qui se permettent de se dire on va se faire plaisir. Non, mais globalement, c'est quoi ? La productivité, ça va être la santé au travail, ce qui sont les deux principaux moteurs de la robotisation. Mais on en est là maintenant, j'en discutais encore il y a 2 semaines avec nos petits amis de l'Igéria, hein, que vous devez connaître, ils sont l'équivalent dans le domaine de l'agroalimentaire. Ils en sont à se dire à un moment donné, j'arrive pas à recruter, comment je fais ? Et ben le prisme de la robotique et de la technologie peut permettre d'attirer des nouvelles compétences. En fait, ça c'est des choses qui sont importantes. Est-ce que vous avez des exemples justement, alors vous prenez justement de l'Igéria, est-ce que vous avez d'autres exemples où est-ce que vous avez donc implanté de la robotisation, et où est-ce que vous avez donc aussi accompagné les équipes au changement ? Est-ce que vous avez un autre exemple ? Des exemples, alors je sais pas si on peut basculer peut-être, parce que pour le coup je pense que l'exemple que je vais présenter chez Knorr, alors c'est à propos, hein, l'hiver se prétend à boire de la soupe, on est typiquement dans une rupture de l'approche de la robotique et comment dire. Alors pour expliquer le cas, en fait, Knorr, donc là on est en Allemagne, on est juste au-dessus de Stuttgart, en fait sont déjà au fait de la palettisation. Ils ont une palettisation complètement centrale, et de temps en temps, évidemment, autour de cette palettisation, il faut changer des choses, et ils sont aperçus qu'ils avaient besoin de faire de la maintenance, 1 semaine d'arrêt. Alors c'est Unilever Knorr, hein, étant très très proche de la santé de leurs collaborateurs, s'est dit que non, c'était pas possible d'imposer cette robotisation, enfin cette palettisation à la main. Donc on va essayer de trouver une solution potentiellement disruptive pour essayer d'alléger la charge de leurs employés. Et donc ils sont passés par donc, une société qui s'appelle Bayer, qui leur a mis potentiellement à disposition une palettisation cobotique. Alors je ne sais pas si tout le monde est au fait de la notion de cobotique, donc de robotique collaborative. Potentiellement une cellule de robotique collaborative ne peut pas vous infliger de dommages physiques. Voilà. Donc c'est une partie bien spécifique qui répond à certains besoins de la robotique. Donc là l'idée c'était de protéger les collaborateurs dans un environnement complètement ouvert, et en même temps
vu qu'à un moment donné, moi, l'îlot de palettisation va se remettre en marche, c'était de pouvoir proposer une cellule de palettisation en robot as a service. Et en fait, dans ce domaine-là, dans la robotique au sens Yaskawa du terme, 6 axes, en fait, c'est relativement rare de pouvoir aussi vite s'implanter sur une palettisation, sur une fonction de logistique, et de pouvoir la proposer sur le temps d'une semaine pratiquement, quoi, simplement. Donc la conduite de changement s'est faite assez rapidement. Là c'est un exemple en Allemagne. Est-ce que, Christelle, vous par exemple, vous observez des différences culturelles dans la conduite du changement sur la robotisation, l'automatisation? On pourra poser la question aussi à Benoît, bien sûr. Alors, on a eu l'occasion avec le Pascal d'intervenir sur une entité en France qui avait une entité en Slovaquie. Et on a pu effectivement voir que la perception de la conduite du changement était un peu différente. Je vous ai parlé tout à l'heure d'émotions. Et bien on s'est rendu compte qu'en Slovaquie, finalement, les émotions étaient là, parce que c'est des humains, mais en France, on a souvent une phase où on va marchander, négocier, essayer d'amoindrir un peu le changement, en tout cas en tirer parti. Là-bas, clairement, ils nous ont dit, nous on négocie pas, on marchandise pas, on fait quoi. Donc en fait, oui, la différence culturelle, elle existe. Ça c'est sûr, dans l'approche. Ouais. Non, ça c'est vraiment intéressant. Chez Manitou, alors, comment est-ce que vous intégrez la conduite du changement dans vos projets d'automatisation? Il y a un projet que vous avez mis en place, j'ai noté, c'est le Pick and Store. Oui, alors c'est la mise en place d'un multi-shuttle avec Mechalux pour notre entrepôt Nancy. Comment on l'intègre? Ça part dès la phase d'études, hein, c'est début de communication aussi, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est très important de partager avec l'organisation, avec les équipes, pour les préparer à ce qui va arriver. Après, nous, on travaille beaucoup aussi sur la constitution des équipes projets, et bien intégrer tous les niveaux des équipes en allant jusqu'à l'opérateur, donc vraiment pour les onboardés en anglais si on veut. Et à côté de ça, sur des gros sujets et des gros projets comme cela, on travaille aussi beaucoup avec les organisations syndicales pour les préparer, et notamment sur le projet du multi-shuttle. Effectivement, on en revient au dogme sur le fait que ça va supprimer des emplois, ce qui n'est pas le cas à la fin, effectivement, et ça fait évoluer aussi des emplois, donc on gagne en compétences dans nos équipes grâce à ces projets-là. Concernant donc, la gestion des entrepôts automatisés, vous avez mis en place donc, des outils comme le WMS Reflex ou Easy WMS. Est-ce que ça a été déterminant dans la réussite? Alors, Reflex, c'est un outil qu'on utilise déjà depuis un certain temps et c'est déterminant dans notre métier. Donc, on l'a même poussé à le déployer sur nos autres entrepôts. Et si on veut faire le lien avec la conduite du changement aussi à l'international, c'est très différent d'un pays à l'autre. Et on a eu l'expérience avec nos collègues italiens, on a eu l'expérience avec nos collègues indiens, et aujourd'hui on l'a avec aussi nos collègues américains. Les approches sont vraiment très différentes. Un Italien va négocier, un Italien un Italien veut comprendre, un Italien veut avoir sa solution, et une fois qu'il est convaincu, il dit et c'est franc et on avance. Comment est-ce que vous anticipez justement? Dans le cadre de tout ça, c'est une démarche groupe, hein, donc c'est une démarche un peu plus structurée. On a des formations interculturelles, donc nos collègues français qui vont travailler avec les Indiens vont avoir une formation sur quelle est la culture indienne et comment fonctionne, au global bien sûr, l'Indien, et inversement. Donc ça permet de mettre une première brique sur quels vont être les écueils dans lesquels on pourrait tomber et vers quoi on pourrait aller. Et c'est hyper enrichissant en plus, humainement parlant, hein, ça permet de vraiment découvrir des cultures très éloignées. L'Indien par exemple accepte tout. Accepte tout au premier abord. Après il fait un peu comme il veut des fois. Et c'est là où il faut réussir à mettre les bons outils derrière pour vérifier que ça convient bien en termes de process et en termes de mise en place derrière. Alors, parce que vous parlez de formation, mais ce sont des formations internes ou vous passez par un cabinet de conseil comme celui de Christelle? C'est plutôt des intervenants externes qui sont des experts en fait sur ces métiers-là, soit des gens qui
qui sont d'origine du pays intéressé et qui travaillent depuis longtemps en France. Ou, inversement, il y a des possibilités sur le marché pour trouver. Alors ça, vous avez parlé de Mecalux. Quel a été le rôle de votre partenaire Mecalux dans la formation et justement après post-développement, le déploiement? Alors la formation avec Mecalux a été cruciale, notamment surtout sur nos techniciens de maintenance. Donc ramener l'automatisation, une automatisation forte, ça ramène forcément des nouveaux outils qui soient informatiques mais aussi technologiques, hein, que ce soit le convoyage, que ce soit des ascenseurs, des navettes. Donc c'est de l'apprentissage aussi sur ces nouveaux objets. Et donc ça a été fait en collaboration pendant toute la phase de recette qui est plutôt dédiée à Mecalux dans le cadencement du projet. C'est le constructeur qui vient valider que ce qu'il a conçu dans son bureau d'études est vraiment fonctionnel et est ajusté sur site. Et cette phase-là, on nous a permis aussi de faire monter à bord déjà nos maintenanciers pour qu'ils apprennent avec les experts Mecalux sur site à ce moment-là. Et ensuite, la formation proprement dit des opérateurs et des opérationnels. Donc la partie opérateur, c'est très simple parce que très guidé, ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, on a créé des nouveaux postes, des gens qui étaient assistants techniques logistiques, qui sont des adjoints du chef d'équipe pour nous, sont devenus conducteurs de ligne. Et donc il y a une évolution des compétences. On a eu besoin d'apprentissage sur une technicité plus profonde pour débugger les points de blocage au quotidien, pour pas bloquer l'activité et pour savoir cadencer proprement le flux. Alors Fabrice, vous en termes de formation, vous avez développé vos propres formations justement pour aider les équipes, notamment sur les outils? Alors en fait, au sein de Yaskawa, c'est même une entrée à part du site. En fait, on a ce qu'on appelle la Yaskawa Academy et qui offre en fait, tout type de formation liée à la robotique. Donc en fait, en fonction de la typologie de l'utilisateur, en fait, on va avoir des formations dédiées, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va faire de la maintenance mécanique sur un robot ne va pas être la même personne qui va avoir besoin de construire des algorithmes pour faire de la palettisation hétérogène. Voilà. Donc en fait, on a vraiment tout ce panel-là, en fait. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Christelle, vous, comment est-ce que vous préparez les équipes lorsque vous arrivez dans une société, les équipes au changement pour justement surmonter les résistances initiales une fois que l'entreprise a capté et identifié ces résistances? Comment ça se passe? Alors, bon, comme je vous le disais, nous, on intervient, ce qu'on pense juste, c'est de vraiment former les managers de proximité qui, eux, vont ensuite avoir les clés pour pouvoir, ils sont sur le terrain tous les jours avec leurs collaborateurs et on les forme à la perception, on va dire, de l'implicite, parce que parfois, en fait, les peurs ou les émotions négatives ne s'expriment pas. Et il faut aller les chercher parce qu'elles sont normales. Et quand il n'y en a pas, c'est même plus dangereux. Donc nous, on intervient à ce stade-là. Et ensuite, les résistances, on leur explique que les résistances sont normales. Voilà, il y en a de toute façon. Et surtout, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place qui est logique, mais de s'appuyer sur les moteurs et éviter de passer trop de temps avec les personnes résistantes. En fait. On estime qu'il y a à peu près 5% de personnes opposantes irréductibles qu'on ne pourra pas convaincre. Et là, l'idée, c'est de ne pas passer toute son énergie en fait, pour essayer de les convaincre. Mais plutôt s'appuyer sur les moteurs, qui sont globalement de l'ordre de 10%, pour embarquer toutes les personnes qui ne savent pas trop où se situer. En fait. Alors, vous parlez des 5%, du coup, vous en faites quoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe chez Manitou? En fait, merci, au revoir et à bientôt. Souvent, ils se trouvent isolés. À un moment donné, quand on arrive à embarquer en fait, la majorité, eh bien, ils se trouvent isolés. Ils raccrochent les wagons ou alors ils partent. Ils partent parfois. Oui, nous, ils sont pas partis. Ils sont toujours là. Et ils ont quelques relents parfois de résistance. Mais globalement, ils suivent. Effectivement, on passe beaucoup d'énergie sur ceux qui vont promouvoir le changement et on passe moins de temps sur ceux qui sont très réfractaires. Ce qui est étonnant chez nous, c'est que du coup, c'est les gens qui n'étaient pas directement liés au projet et qui n'étaient pas directement impactés par le changement. C'était plutôt des fonctions connexes ou des équipes connexes qui ont été les plus réluctantes finalement. Donc c'était assez perturbant, on ne l'avait pas du tout anticipé.
Donc on l'a plutôt subi, mais on l'a rattrapé après, mais c'était la surprise. Fabrice, ça vous est arrivé ça, justement, d'avoir des réfractaires? Ah oui, des irréductibles? non, mais dans certaines usines, ça peut être vraiment problématique, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à des gens qui vont dégrader l'outil, quoi. Ah, carrément, quoi. Ouais. Ah ouais, donc ils sont radicaux, hein. Ouais, mais enfin, je veux dire, effectivement, d'autant plus, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, sur le fait de la robotique, robotique au sens Yaskawa du terme, les gens voient vraiment un ennemi en cet outil-là. Donc, c'est vrai que si on ne passe pas par des gens comme Christelle pour l'accompagnement, mais c'est un projet dans le projet finalement, donc si dès le début on ne tient pas au courant toutes les parties prenantes, ça peut devenir très 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 compliqué, quoi. Ouais, comme quoi donc le facteur clé c'est l'humain, mais quand on parle de projet et de conduite du changement, il y a une vision stratégique de la gouvernance de l'entreprise. Comment est-ce que vous vous assurez, vous, que la mise en œuvre des projets d'automatisation reste alignée avec la vision stratégique de votre groupe, de votre entreprise? Clairement, c'est pour répondre aux problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est garder un bon service client. On développe énormément de machines chaque année. Chaque nouvelle machine nous ramène des pièces de rechange supplémentaires. Donc notre capacité à pouvoir stocker plus et préparer plus avec un bon niveau de productivité est cruciale pour nos clients. Et en plus, effectivement, trouver des profils parfois sur certains bassins d'emploi peut être compliqué. Donc ça nous aide aussi avec la réduction nécessaire de main-d'œuvre liée à l'automatisation. Christelle? Oui, je dirais que ce sujet-là, il est essentiel. C'est-à-dire dans la communication, on se rend compte que parfois il y a des ruptures entre la vision du haut, en fait, la vision du top niveau, top gouvernance, et puis en fait la perception que les personnes ont sur le terrain. Donc c'est un vrai sujet, en fait, cette communication, qu'elle redescende, en fait, pour que les collaborateurs de terrain aient bien aussi la vision du pourquoi on fait le projet, dans quel but, dans quelle optique, et qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas, les enjeux, clairement. Et ça, cette notion de transparence, de communication transparente, elle est essentielle pour qu'il y ait justement une bonne compréhension de l'objet, et qui comprennent leur propre intérêt aussi dans l'histoire. Alors on a parlé de ROI dans la première table ronde. Est-ce qu'il existe un baromètre pour évaluer l'efficacité de la conduite du changement tout au long du projet? Est-ce qu'il existe des outils, une méthode, Christelle? Oui, absolument. Il y a un outil qu'on peut utiliser qui s'appelle le baromètre ICAP, qui va nous permettre de mesurer à chaque étape en fait, du projet de changement, depuis l'annonce jusqu'à la fin, jusqu'à la phase d'ancrage, qui permet de voir, mesurer en tout cas le niveau d'information des collaborateurs, leur niveau de compréhension aussi, leur niveau d'acceptation à chaque étape du projet, et puis leur taux de participation. Donc ça, ce baromètre-là, en fait, il s'appuie sur un référentiel avec lequel on va comparer en fait, la réalité du terrain. Est-ce que chez Manitou, vous avez mis en place, je sais pas, un baromètre il fallait appeler Christelle, et voilà. Non, on n'avait pas connaissance du baromètre ICAP, et ça aurait pu être un outil qu'on aurait pu mettre en place. Régulièrement, par contre, on a quand même des enquêtes de satisfaction au travail. Et c'est ça aussi. Ça peut émerger par là, et on n'a pas eu de dégradation majeure entre la période avant projet et la période après projet. Tant mieux. Ces indicateurs-là. Il y a une bonne acceptabilité donc, justement de ces outils et de la conduite du changement. Il nous reste exactement 10 minutes avant de faire la deuxième pause. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? N'hésitez pas, levez la main, on est là pour ça, on est là pour échanger. Même vous pouvez nous faire part de vos remarques, de votre retour d'expérience peut-être sur cette conduite du changement au sein même de votre société. Oui? J'aurais une question peut-être pour vous, Mme Gravoine, ou même pour d'autres personnes, concernant cette conduite du changement. Donc on a vu que vous apportez un processus, une méthodologie. Est-ce que, de par votre expérience, vous diriez qu'il est intéressant aussi d'avoir peut-être des personnes plus neutres qui interviennent dans ce changement de façon à sortir de jeux relationnels peut-être qui sont mis en place dans le passé et qui peuvent mettre en danger le projet? Totalement. En fait, on apporte une présence neutre qui peut être vraiment très utile, notamment, j'en parlais dans les ateliers d'expression au départ,
on est une écoute neutre et nous on peut absorber en fait. On n'a aucun intérêt finalement, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans l'organisation. Et ça oui, c'est aussi la force de l'accompagnement extérieur en fait. C'est qu'on va apporter une ressource supplémentaire, une béquille, un support neutre, qui est une ressource supplémentaire pour la conduite du changement dans l'organisation. Ouais. Est-ce que vous souhaitez que Benoît et Fabrice répondent? Bien sûr. Ah. Parce que je voyais Benoît et Fabrice se regarder en disant est-ce que je prends le micro ou pas? Est-ce que vous voulez répondre? Je suis désolé, je vous ai renvoyé la patate chaude là pour le coup. Non, mais de la même manière, on encourage très fortement les structures qui veulent augmenter leur automatisation à avoir l'apport d'un externe, quoi, qui pourra aussi comparer à ce qui existe déjà. Enfin, il n'y a pas mieux pour un client final qui veut s'automatiser ou qui veut changer certaines parties de son processus que d'aller voir son petit copain qui est à 15 km ou plus loin. Mais je veux dire, l'œil extérieur est toujours bénéfique, ça c'est certain. Nous, on n'a pas fait appel à d'intervenants externes pour cette partie-là, ça aurait sûrement pu servir. Mais par contre, on a fait benchmark aussi pour emmener certaines de nos équipes, notamment les équipes de maintenance, certains opérateurs aussi, sur des sites déjà automatisés, et pour démontrer ce que ça pouvait être dans la vraie vie. Merci pour cette question. Est-ce que vous avez une autre question? N'hésitez pas. Après, on est encore pendant le cocktail, pendant la pause pour échanger. Puisque vous avez une question, levez la main, elle sera avec grand plaisir. On parle de conduite du changement, j'aimerais qu'on parle rapidement aussi des innovations technologiques. Quelles innovations anticipez-vous justement pour faciliter davantage l'acceptation de l'automatisation dans votre entreprise, dans votre société? Est-ce qu'on anticipe, parce qu'on peut anticiper les résistances, mais est-ce qu'on anticipe aussi les innovations technologiques finalement? Allez Benoît, et c'est pour vous, Benoît. Alors j'avoue que j'ai pas une grande expertise. Merci d'être venu. Non, j'avoue que j'avais pas beaucoup de matière à partager sur cette partie-là. On chasse les innovations globalement dans notre équipe, donc on se tient au courant, on regarde ce qui peut se faire. Sur les projections, effectivement, l'intelligence artificielle devient Par exemple. à la mode. Par exemple. Donc je peux vous en parler de qu'on regarde, mais pour l'instant, concrètement, on n'est pas encore à quelque chose qui physiquement, pour moi, est à mettre en place demain. Ok. Fabrice, à vous, en tant que alors ouais, fournisseur de solutions. Ouais, alors pour le coup, nous on est quand même très au fait, d'autant plus moi, sur toutes les évolutions potentielles de la robotique. Donc évidemment, ça va beaucoup tourner autour de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie. Donc de plus en plus, les robots vont être amenés à avoir des comportements et des prises de décision de type humain en fait. Ça va être vraiment nos prochaines gammes de robots seront vraiment dotés de capacités à prendre des décisions type humain. Donc ça va être typiquement dans l'agroalimentaire de pouvoir évidemment prendre des items de taille et de couleurs différentes sans se poser de questions. Et puis l'ultime étape de la robotique, c'est ce qu'on appelle le NLP, donc c'est Natural Language Programming, c'est-à-dire que potentiellement on n'aura plus besoin de programmer le robot, on aura simplement besoin de lui dire de ce qu'il a besoin de faire. Si j'ai un bac avec des pommes jaunes et des pommes rouges, et ben j'aurai simplement à lui dire trie-moi les pommes jaunes de ce côté-là et mets-moi les pommes rouges de l'autre côté, et le robot le fera. Donc il commence à y avoir des expérimentations. Yaskawa, bon, forcément, s'intéresse beaucoup à ces choses-là, donc c'est l'étape ultime, et de toute façon, c'est que la résultante de ce que nous promet l'intelligence artificielle. Il y a encore un mois, on a eu une présentation assez intéressante en intelligence artificielle. De plus en plus, même au quotidien, vous-même, avec un Excel, on n'aura plus besoin de faire de macro Excel, ça va disparaître. Copilot va s'insérer directement dans Microsoft 365, et vous lui direz, fais-moi une colonne verte avec tel ou tel item, et voilà, ça sera... Voilà. Merci en tout cas. Christelle, quels sont les piliers, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde, quels sont les piliers fondamentaux pour réussir son projet de transformation? Alors le premier point déjà, c'est d'avoir une vision. Une vision d'où on veut aller, qu'est-ce que sera le projet demain, qu'est-ce que ça donnera en réalité, et de pouvoir la communiquer en fait pour rassurer. C'est donner de la sécurité dans l'inconfort, j'ai envie de dire.
Parce qu'en fait, on est dans une période, sur la période de transition entre l'avant et l'après. Il y a beaucoup d'inconfort, donc c'est d'essayer d'amener de la confiance, de la sécurité. C'est également finalement l'accompagnement, on a bien compris, hein, voilà. Et je pense que dans un projet de transformation, d'automatisation, en fait, le pire, c'est de ne pas faire de conduite de changement. En fait. C'est de partir sur une gestion de projet sans aller sur les facteurs humains qui peuvent complètement faire échouer ce type de projet, tout simplement. Quel conseil vous donneriez à des entreprises qui hésitent justement à se lancer dans un projet d'automatisation par peur de ces impacts sociaux? Il y en a peut-être qui ont envie de se lancer et disent ouais, bon, c'est pas facile, la conduite de changement est pas simple, j'ai quelques résistances. Ce serait quoi les conseils, tous les trois? Globalement, de toute façon, c'est de montrer le bien fondé, effectivement, le cas d'usage, de montrer ce qui se fait à côté et que ça a plutôt boosté une entreprise plutôt que la dégrader. Ça, il n'y a pas meilleur exemple pour convaincre même des partenaires sociaux qui seraient réticents à une automatisation. Benoît? Il y a la partie communication évidemment et aussi démontrer que le résultat sur l'emploi ne sera pas celui qu'on peut anticiper. Et ce qui a été le cas effectivement chez nous, on a licencié personne suite à la mise en place du multi-shuttle. On a réaffecté des gens et on fait d'autres choses, on fait plus de choses différentes et plus de valeur ajoutée spécialement pour certains profils. Avec une évolution des compétences, on l'a bien compris. Et ça c'est quand même hyper important. Christelle? Moi, je dirais que quelque part, ne pas y aller, c'est peut-être prendre le risque derrière de mettre l'entreprise en difficulté. Exactement, ouais. Donc voilà, ça c'est le premier levier de communication. Et juste, j'ai une dernière... Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que moi j'ai une dernière question. Oui, allez-y. Je veux savoir ce que vous conseilleriez dans la phase amont de présentation du projet. Il y a ce qu'il y a sur le plan de ce qu'apporterait le projet d'automatisation, et puis après ce qui se passe dans la réalité. Peut-être que vous êtes à 100% d'objectifs, on est à 95-90. Et est-ce que vous désamorceriez un petit peu le sujet en disant ok, ça c'est notre vision, mais c'est pas parce qu'on sera peut-être à 90% d'objectifs qu'on ne l'aura pas atteint, et il y aura toujours 90 qui seront faits. Et juste, est-ce que pour un petit peu désamorcer les détracteurs, ceux qui vont chercher le petit truc, la petite bête, à la fin du projet, pour dire bah, on l'avait dit, ça ne marcherait pas, est-ce que c'est quelque chose, une clé entre guillemets, quelque chose que vous utilisez? Oui, absolument. Il y a toujours une marge d'aléa en fait. Même si on anticipe, même si on prépare, même si on prévoit, on peut avoir un objectif à 100, le 90% il est acceptable. Peut-être que la variable d'ajustement, c'est la temporalité. Et de se dire, on n'y arrivera peut-être pas à cette date-là, par contre l'objectif est toujours là, et il faudra qu'on y arrive à un moment donné. Mais voilà. Et en tout cas, oui, c'est de dire, c'est pas parce qu'on sera à 90% que le projet aura échoué. Ça, c'est sûr. Oui, pour enrichir, dans notre cas, on a eu un travers au départ, c'est donner nos objectifs de performance basés sur notre cahier des charges, qui finalement était très technique à un instant T, et il faut bien le mettre en relief de nos process derrière. Donc aujourd'hui, on n'a pas atteint du tout ce que... pas du tout, c'est pas exactement le terme. On n'a pas atteint le niveau qu'on avait mis dans notre cahier des charges, qui a été communiqué un peu tôt peut-être, et sans la mesure de quels allaient être les impacts de nos process propres sur la performance derrière. Et effectivement, aujourd'hui, on a réussi le projet, mais on n'a pas du tout le niveau, et ça, c'est un des écueils qu'on aurait pu éviter, évidemment, en étant plus mesuré sur cette partie-là. Oui, absolument. Le mot impact, il est important. C'est-à-dire qu'en préambule, on doit faire une étude d'impact. En systémie, c'est ce que disait Fabrice, qui doit tout prendre en compte avec potentiellement tous les impacts et ce qui pourrait freiner. En fait, on doit travailler sur les freins potentiels, etc. Et essayer de limiter les risques. Et en tout cas, on peut avoir effectivement certains sujets sur lesquels on a un risque de ne pas atteindre le 100% et il faut pouvoir le prévoir. Ouais. Merci pour ces questions. Moi, j'ai juste une dernière question, là, en repartant un peu dans la prospective. Comment est-ce que vous voyez, vous, la relation homme-machine dans les 10 prochaines années? Fabrice et Benoît? Je vais dire bien. Hein. Ok, merci. Voilà. On peut conclure. C'est bon. Non, mais l'interaction, c'est certain que l'interaction va être de plus en plus forte.
Et comme je disais, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de toute façon, on va être de plus en plus dans des structures, des sociétés où on va devenir des experts de l'objectif et moins des experts de gens qui vont être capables de traiter de l'information, quoi. Donc on va être forcément, comme je disais tout à l'heure, être des experts du fait de dire bah, moi je veux telle pomme à tel endroit ou je veux telle palette à tel endroit, quoi. Ça c'est certain. Très bien, Benoît. Oui, c'est dans la même idée, hein, réduire la charge de nos opérateurs, nos collaborateurs au quotidien, donc les accompagner et les aider pour rendre le service aux clients qui est finalement ancré en eux et chez eux. Et on imagine. Merci à nos invités pour ces échanges. On peut les applaudir très fort.